What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Une chose qui me fascine complètement de la course aux séries actuelle dans laquelle est impliqué le Canadien, c'est à quel point c'est la chose dont on me parle le moins entourant l'équipe. Deuxième centre, contrat de Lane Hudson, défenseur droitier, Ivan Demidov et l'an prochain. Ce type de commentaire revient beaucoup et honnêtement, une prédiction tout à fait légitime. On pose aussi souvent la question dans mes lives, j'en profite pour vous dire que je suis en direct ici même sur cette chaîne, tous les soirs de matchs de semaine du CH. Pour ceux que ça intéresse, soyez-y, sous une forme ou une autre qui revient essentiellement à si l'équipe rate les séries l'an prochain, on fait quoi? Bien, ce sont deux sujets un peu différents, mais aussi intimement liés. On regarde ça. Débutons avec l'idée que le CH puisse rater les séries l'an prochain en assumant, mettons, à des fins de discussion qu'il les faisait cette année. Mais bon, qu'il fasse les séries, qu'il les rate par un point à ce moment-ci, c'est la même base, si vous voulez. Bref, ça va ensuite nous mener à ce que c'est grave, barre oblique, on fait quoi si le Canadien rate effectivement les séries l'an prochain. La prémisse de la personne qui commente est que plusieurs équipes qui étaient en reconstruction font les séries, les ratent après et ensuite ont une belle séquence de participation aux séries. En ce moment, cette organisation a une séquence active de 5 participations aux séries et 6 d'entre elles vont la garder en vie. Les Bruins vont rater le bal printanier après 8 participations de suite, laissant les Leafs d'ailleurs, oui, les Leafs, ils ne gagnent pas beaucoup de séries, mais qui les font seuls au premier rang de la plus longue séquence active de participation aux séries. Parmi ces formations, Toronto n'a plus raté les séries depuis la fin de sa reconstruction, qu'on peut officiellement dire maintenant, avec le recul, qui s'est terminé avec la sélection d'Austin Matthews au premier rang en 2016. Le numéro 34 n'a jamais raté les séries jusqu'ici dans sa carrière. Colorado, on aurait pu croire en quelque chose de similaire. L'équipe avait participé aux séries dès la première année de Nathan MacKinnon, mais non. On les a ratés un autre 3 ans de suite après ça, avant de rentrer dans la séquence actuelle de 7 ans. En passant, toutes les séquences dont je parle n'incluent pas les séries qui vont débuter dans quelques semaines. Juste pour préciser, donc Colorado est au cœur d'une séquence de 7 participations consécutives aux séries. Ça va devenir 8 dans les prochaines semaines. Tampa ont eu une courte, mais ô combien efficace reconstruction de 3 ans, durant laquelle ils ont repêché Steven Stamkos au premier rang en 2008, Victor Hedman deuxième en 2009. Raté les séries à nouveau en 2010, bang! Surprise, en 2011, l'équipe atteint la finale de conférence où ils perdent d'ailleurs en 7 contre les Bruins pour à nouveau après ça les rater pour 2 saisons. Et depuis ce temps-là, Tampa a raté les séries à une seule reprise. La Caroline a vécu près d'une décennie sans série, 9 saisons consécutives, mais depuis qu'on y est retourné en 2019, on n'en sort plus. Edmonton a fait les séries à l'an 2 de Connor McDavid, les a ensuite ratés pour 2 ans et on n'en ressort plus depuis ce temps-là. Et finalement, les champions en titre, les Panthers, ils ont raté les séries 18 fois en 21 ans. Mais avec une bonne partie du noyau actuel, on a finalement réussi à les faire en 2016. Plus de séries pour 3 ans et on y retourne pour de bon depuis 2020. Donc, on constate que la prémisse de base, que plusieurs équipes ont un premier parcours avec leur noyau, trébuchent 1 an, puis reviennent pour de bon, c'est pas si réel que ça. Ceci dit, on constate que les faire avec ton jeune noyau pour finalement les rater peut-être après pour quelques saisons avant de finalement s'y installer pour de bon, c'est arrivé à presque toutes ces bonnes formations. Tampa, Colorado, Floride, Edmonton et 3 de celles-ci d'ailleurs sont toutes éventuellement devenues championnes de la Coupe Stanley et l'autre, elle était finaliste l'an dernier. Les cas de toutes ces équipes sont intéressantes sauf... Bon, personnellement, je dirais Edmonton parce que je trouve toujours un peu injuste d'inclure les équipes dont le succès est basé sur un cheat code comme, dans ce cas-ci, Connor McDavid ou Sidney Crosby une génération avant. Je trouve ça injuste de les inclure. Donc, n'incluons pas les Oilers d'Edmonton dans l'analyse, à moins que le CH trébuche vraiment au point de repêcher Gavin McKenna en 2026. C'est pas reproductible comme modèle, repêcher un joueur génération. Tout juste avant de poursuivre avec l'analyse de ces 3 formations, savais-tu qu'on a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025? Donc toi,
Cher navigateur qui peut-être tombe sur une vidéo de ton bug pour la première fois, j'ai besoin de ton aide. Ça prend 0,5 secondes. Abonne-toi à la chaîne. Je t'en remercie énormément. Ça aide les créateurs de contenu indépendants francophones sur les GAFA. Et si jamais tu ne le fais pas, moi je t'en veux pas. Yoshi par contre, il va être triste. OK, on tourne à nos moutons. L'été dernier, j'ai publié une vidéo qui est d'ailleurs disponible juste ici dans laquelle je comparais la potentielle arrivée d'Ivan Demidov à Montréal à celle de Cale Makar, justement, au Colorado. Et je pense, humblement, que la saison actuelle est venue renforcer ma conviction que ça pourrait être ce qui va arriver au CH. En d'autres mots, qu'Ivan Demidov va être un peu le Cale Makar du CH. À n'importe qui est tenté de répondre immédiatement, c'est Lane Hudson, le Cale Makar du CH. Attendez un instant, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je parle pas sur la glace, là, position par position. Vous allez comprendre. Là, voilà justement la comparaison. Je disais que malgré Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog, le Colorado n'était pas encore une équipe capable de participer aux séries saison après saison lorsque Cale Makar est arrivé. Ce qui est venu cimenter la fin de la reconstruction, c'est Makar, le catalyseur de cette équipe. Contrairement à Landeskog, Rantanen et MacKinnon, Makar n'a pas encore raté les séries dans la Ligue nationale de hockey. Oui, Makar, en soi, il est le deuxième ou peut-être même le meilleur joueur de l'Avalanche, dépendamment si vous l'avez devant ou derrière MacKinnon. Honnêtement, je trouve que les deux opinions sont valables. Personnellement, je l'ai comme meilleur joueur de l'Avalanche, pour ce que ça vaut. Mais pourquoi lui est le catalyseur et pas les autres? Parce qu'il est à peine, mais quand même quelques années plus jeune, et il est arrivé pile au moment où les autres atteignaient leur apogée. Il est arrivé en série 2019, Makar. Souvenez-vous, l'équipe avait réussi sans lui, à la surprise générale, à faire les séries l'année d'avant, en 2018. Je dis à la surprise parce que, en 2017, si vous vous souvenez, le Colorado a terminé avec une des pires fiches de l'histoire de la Ligue nationale de hockey et avait justement repêché Makar à la fin de cette saison-là. C'est donc lors de la saison subséquente où on a fait notre premier parcours éliminatoire que MacKinnon et Rantanen ont explosé, particulièrement Nathan MacKinnon qui est depuis ce temps-là, mettons si on est généreux vers le bas, top 5, si on est un peu plus réaliste, top 3, meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. On confirme la saison suivante que c'était pas un coup de chance. Et là, justement, Makar arrive pour les séries et on ne regarde plus derrière depuis ce moment-là. Makar est instantanément un des meilleurs joueurs de l'Avalanche du Colorado et un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. À plus petite échelle, peut-être, il y a quand même un solide parallèle à tracer avec le Canadien. L'équipe pourrait faire un surprenant et, soyons honnêtes, si ça arrive, probablement à court parcours éliminatoire cette saison. On verra rendu là. De toute façon, l'équipe n'est pas encore qualifiée pour les séries, loin de là. Sans bien sûr exploser au même niveau que Rantanen et MacKinnon, Nick Suzuki, Cole Caulfield, après quelques saisons dans la Ligue nationale de hockey, semblent atteindre leur plein potentiel. Suzuki pourrait atteindre le plateau des 80 points cette année. Caulfield pourrait atteindre le plateau des 40 buts. Un gars comme Juraj Slafkovský concrétise la possibilité qu'il soit un bon joueur offensif au gabarit imposant pour ouvrir des jeux pour ses coéquipiers. Et bien sûr, la cerise sur le Sunday, en étant encore bien meilleur qu'anticipé d'ailleurs, et peut-être le game changer dont l'équipe avait tant de besoin, Lane Hudson. Contrairement à Makar, Demidov n'arriverait pas pour un parcours éliminatoire en raison des règles contractuelles en KHL. Il y a quelques années, ça aurait pu se produire, mais là, maintenant, les contrats se terminent plus tard. Mais nonobstant de ça, il ne viendrait pas faire le parcours éliminatoire. S'il débarque à l'automne et a une saison recrue semblable à celle de Makar ou encore celle que vit présentement Lane Hudson, le Canadien pourrait vraiment être propulsé de l'avant et ne plus regarder derrière, un peu à l'image de l'Avalanche du Colorado. Sauf que, si on regarde notre prémisse de départ, ça c'est le meilleur scénario, right? Dans ce scénario-là, le Canadien ne rate pas les séries la saison prochaine, comme le suggère notre ami. Regardons Tampa. Je le disais, après ce qu'on croyait qui aurait été une courte et incroyable reconstruction de seulement 3 ans, grandement accélérée par les sélections de 2 joueurs, pas générationnels, mais des vrais solides joueurs de franchise, pas 1, 2 en Stamkos et Edman. Tampa fait une finale de l'Est, s'y incline en 7 matchs. Le tour est joué, right? Non, je le disais plus tôt, on rate les séries les 2 années suivantes. Pourquoi? Plusieurs facteurs. Entre autres, on était un peu entre 2 chaises, à la croisée des chemins avec la fin de l'ère Le Cavalier, Saint-Louis et le vrai début de l'ère Stamkos. Edman, comme tout jeune défenseur, on voyait déjà les signes, il jouait bien, mais il n'était pas encore le gagnant du trophée Norris et potentiellement, dépendamment où vous vous situez dans ce débat-là, le meilleur défenseur de sa génération. Contrairement au Colorado,
je pense pas que la situation de Tampa peut être semblable à ce qui s'en vient à Montréal. Je veux dire, on n'est pas sur la fin d'une ère avec des légendaires joueurs de l'équipe, comme c'était le cas avec Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier à l'époque. Même que s'il y a quoi que ce soit, on pourrait quasiment dire que le Canadien est un petit peu passé par là dans la transition de 2021 à rater les séries les 3 dernières années à aujourd'hui, avec la fin de l'ère Carey Price chez Weber et le début de la période actuelle. Mais même à ça, je pense pas qu'on peut dire que le scénario de Tampa ressemble beaucoup à celui de Montréal, contrairement au Colorado. La Floride, maintenant. Les Panthers, c'est particulier. Tu sais, je parlais un peu plus tôt d'équipes qui sont en série depuis longtemps, des équipes qui ont eu des reconstructions comme les Canadiens. Les Panthers ont pas reconstruit. Là, les jeunes, peut-être que vous ne savez pas ça, là, parce que vous suivez le hockey depuis pas longtemps, puis les Panthers sont bons depuis que vous suivez le hockey. Ben, les Panthers, c'était une franchise des bas-fonds de la LNH pour la majorité de leur existence. Pas l'entièreté, la majorité. Ils n'étaient pas en reconstruction. Ils étaient juste perpétuellement pas bons. On prenait des décisions horribles, même lorsque on commençait à avoir une certaine traction. Par exemple, souvenez-vous, les Panthers est une des équipes qui s'est le plus fait avoir par les Golden Knights au repêchage d'expansion. Souvenez-vous, on avait envoyé Riley Smith aux Golden Knights dans une transaction pour s'assurer que ceux-ci choisissent Jonathan Marchessault au repêchage d'expansion. Fait que d'un coup comme ça, t'as envoyé en Riley Smith un gars qui venait d'avoir 2 fois 50 points en 3 ans et en Jonathan Marchessault, un autre qui venait de connaître la meilleure saison de sa carrière à ce moment-là, avec une saison d'une trentaine de buts. On prenait vraiment des mauvaises décisions. On n'avait pas de plan concret. C'est juste pas une bonne franchise, en fait. C'est un changement de DG qui a amené cette équipe, cette organisation à un autre niveau, même si la base du travail avait été amorcée. Exemple, avec la sélection de Barkov et Aaron Ekblad. Mais c'est vraiment le fait que Bill Zito, quand il est arrivé, il a amené un plan clair, il a pris des décisions intelligentes et c'est lui qui a propulsé l'équipe au rang, au statut où elle est aujourd'hui. Comme Colorado, il y a des petits parallèles à tracer, un petit peu plus que Tampa, entre autres, le fait que, je viens de parler d'Aaron Ekblad et Barkov, peut-être 2 des pierres d'assises. Dans le cas de Barkov, oui. Ekblad, c'est que c'est très débattable, même s'il a été repêché premier au total. Est-ce que c'est lui la deuxième pierre d'assises? Est-ce que c'est plus la transaction Matthew que Chuck? Est-ce que c'est d'autres joueurs? Bon, comme je dis, c'est débattable. Mais bref, un peu similairement à ces 2 joueurs-là, la reconstruction actuelle du Canadien a débuté, entre guillemets, avant. Caulfield, Suzuki, pour le moment, tes 2 pierres d'assises. Je pense que ça va changer. Je pense vraiment que Demidov et Lane Hudson, avec particulièrement Nick Suzuki, vont être les 3 joueurs les plus importants du noyau du Canadien pour les années à venir. Mais bref, ces gars-là, ils ont été repêchés sous l'ancien régime et le nouveau régime a bâti autour d'eux. Donc, pas exactement pareil, mais il y a quand même quelque chose de similaire, même si je le répète, je pense pas qu'on peut dire concrètement que les Panthers de la Floride ont fait une reconstruction avant d'arriver où ils en sont aujourd'hui. Ce que je retiens de tout ça, et laissez-moi savoir si vous êtes d'accord en commentaire. C'était quand même beaucoup d'informations. En réaction au commentaire initial, comme quoi le Canadien va, selon notre ami Ease, rater les séries l'an prochain pour ensuite rebondir. Personnellement, je pense pas que c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Je crois que l'amélioration de joueurs, comme Lane Hudson, mais aussi d'autres, le fait que Caulfield et Suzuki vont cimenter leur statut. Je crois réellement que ce qu'on voit d'eux cette saison, c'est ce qu'on va voir pour les prochaines années. L'arrivée de Demidov, je l'espère, l'acquisition d'un joueur de centre et peut-être même un défenseur vont faire en sorte que l'équipe va continuer à s'améliorer. Je n'ai même pas parlé, on l'espère, entre autres, de Juraj Slafkovský, lui aussi, qui va continuer à s'améliorer. Ceci étant dit, même si je pense que c'est ce qui va arriver, que l'an prochain, le Canadien va être meilleur et va participer aux séries, peut-être même, entre guillemets, plus aisément qu'il pourrait le faire cette saison si jamais il réussit. Regardez les Devils du New Jersey l'an dernier. Qu'est-ce qui arrive après une saison bien meilleure que celle du Canadien a présentement? Je parle de la saison 2022-2023 des Devils du New Jersey. Bang! Blessure à Jack Hughes, blessure à Dougie Hamilton, pas de recul. Pour moi, c'est le même genre de situation qui pourrait faire reculer le Canadien de Montréal. Je reviens dans un instant parce que justement, au commentaire à la question qui revient beaucoup, si le CH rate les séries l'an prochain, on fait quoi? Ma conclusion et ma réponse, c'est la suivante. Après avoir regardé ce qui est arrivé à la majorité des équipes qui sont devenues des organisations stables, qui font les séries pour plusieurs années, il y a Toronto et Caroline qui ont réussi leur coup du premier coup. C'était bizarre, ça, comme formulation. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les autres, sans exception,
n'ont pas eu une tangente parfaitement linéaire. Ça fait partie de la game. Si le Canadien a un pas de recul, malgré des joueurs en santé et une formation améliorée, il va y avoir des questions à se poser. Se poser des questions, ça ne veut pas dire virer le plan de bord, mettre dehors Martin Saint-Louis et Kent Hughes. On adressera rendu là, ça dépend. Là. Mais si le CH a un pas de recul, parce que malheureusement, à l'image des Devils du New Jersey, et c'est là où je reviens là-dessus, l'an dernier, malheureusement, pour la première fois de sa carrière, Nick Suzuki a une blessure significative. Il rate une quarantaine de matchs. Lane Hudson, il en joue une trentaine. Il faut regarder ça et se dire, bon, on a perdu peut-être nos 2 meilleurs joueurs cette année. On s'entend, les chances ça arrive. On le souhaite, c'est faible, mais tu peux pas revirer la situation de bord à cause de ça. Puis il faut que tu vois ça du bon côté. Tu te dis, bon, on a quand même une bonne équipe, on a une chance de plus d'aller repêcher peut-être haut à l'encan et continuer de s'améliorer un peu à l'image de ce qu'ont fait les Devils du New Jersey qui ont raté les séries après les avoir fait une première fois. Et là, à moins d'une catastrophe incroyable dans la dizaine de matchs qui restent à la saison, vont refaire les séries cette année. Donc, tout ça pour dire que c'est ce que je pense de la possibilité que cette course aux séries du CH ne soit que mirage et que l'équipe prenne un pas de recul la saison prochaine. D'abord, je pense pas que ça va arriver. Si ça arrive, je crois que les chances que ce soit en raison de blessures sont assez élevées. Et donc, pour répondre à la deuxième question, si le Canadien rate les séries l'an prochain, on fait quoi? Ça va dépendre de la façon que ça se produit. Et ça, avec tout ce que je viens de dire, on ne sait même pas s'ils vont vraiment les faire cette année. On est encore dans la course aux séries à l'heure actuelle. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu réagis? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que Lane Hudson pourrait aller chercher 10 millions de dollars dès cet été? C'est disponible juste ici. Tu veux voir les meilleures offres de transactions pour un deuxième centre de la communauté? C'est par là. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!